France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum et pour ce mercredi 9 octobre, à la une, Christophe Castaner a déclaré à la commission de l'Assemblée nationale que le port de la barbe, le refus de faire la bise à une femme ou encore le fait d'avoir une tache sur le front constituent des indicateurs de radicalisation. Craignez-vous une stigmatisation des musulmans? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec vous, dans un instant, Faiza Ben Mohamed, Karima Perroni, Nadir Kaya et Philippe Bouriaki. Avis tranché de Karima Perroni pour nous parler de ce film Papicha, qui est un film algérien qui raconte le combat de l'émancipation des femmes pendant la décennie noire. Et pourtant, ce film qui concourt aux Oscars reste toujours interdit en Algérie. C'est une première victoire qui en appellera certainement d'autres. Dans un communiqué, la MEF a annoncé qu'elle rompra son contrat publicitaire avec CNews si la chaîne d'information en continu se décide à embaucher le polémiste Éric Zemmour. L'argent aura-t-il la peau d'Éric Zemmour? C'est la question que l'on va se poser tout à l'heure avec vous, bien entendu. Le zapping et le quiz en fin d'émission, c'est parti pour vous emmener tranquillement jusque 18h à l'écoute du Grand Forum sur une seule radio, France Maghreb 2. 16h-18h, le Grand Forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est mercredi, nous sommes le 9 octobre. Revenons, il est là sur France Maghreb 2 et c'est vrai que c'était son habitude d'être là le mercredi. Ça va mon Nadir Kaya? Oui Christophe, bonjour à tous. Président de l'association Banlieue Plus, toujours et encore. Et nos quartiers. Et nos quartiers, absolument. Nadir Kaya qui est sur tous les fronts, il est sur France Maghreb 2, il sera sur LCI tout à l'heure, enfin voilà, vous vous rendez compte, il a une actualité chargée, notre Nadir Kaya. Philippe Bouriaki là aussi, très chargé là aussi. Comment ça va Philippe? Écoute, ça va très bien. Ouais. Faiza Ben Mohamed, notre niçoise, qui je l'espère en tout cas, l'inverse de nous, a du soleil du côté de Nice. Ça va très bien, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, chez nous, c'est un peu mieux que chez vous, je crois. Oui, oui, y a pas de mal en même temps. Tiens, vous êtes des motards tous les deux, ça va avec la flotte? Ça se passe bien? Philippe, Nadir? Catastrophe hier et ce matin. Là, ça va, il pleut plus, donc ça commence à sécher. Ouais, dur. Bon, la première pluie toujours dure en moto. Oui, il faut être extrêmement prudent. Ouais. Ah oui, toujours. On sait évidemment. Bon, alors, là, il faut qu'on parle, les amis, parce qu'il se passe des choses quand même dans ce pays assez extraordinaires. Vous savez qu'évidemment, il y a eu ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était en commission hier pour s'expliquer par rapport aux failles qu'il y aurait pu avoir dans cette affaire. Eh bien, voici qu'il a donné le mode d'emploi, les signes pour détecter les personnes en cours de radicalisation. Je propose de l'écouter avec la petite phrase du député de la 9e circonscription des Français à l'étranger, monsieur El Guerab, qui sera d'ailleurs tout à l'heure avec nous par téléphone. Petite phrase un petit peu en guise de tacle envers le ministre de l'Intérieur Castaner. Castaner donc qui nous donne le mode d'emploi de la radicalisation. Écoutez plutôt. Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Ces signes sont souvent d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe, le fait, et ça a été évoqué dans le cas dont nous parlons, qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. Même si sur ce sujet, nous avons des informations très contradictoires concernant l'affaire qui nous préoccupe. De la même façon, est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? Est-ce qu'on a une présence d'une hyperkératose au milieu du front? C'est la tabac, vous le connaissez, et donc du coup ce sont des indices qui effectivement se font, ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin sur la voie publique. Ce sont des indices qui doivent effectivement permettre de déclencher une enquête approfondie pour avancer sur ces sujets. J'ai entendu tout à l'heure une des collègues qui disait une conversion à l'islam peut être un signalement, peut faire l'objet d'un signalement. Là, ce serait grave. Parmi les signes potentiels, une entorse à la laïcité, bien évidemment, ça peut faire l'objet d'un signalement, mais une pratique exacerbée de la religion
pendant le ramadan. Il se trouve que dans la religion musulmane, pendant le ramadan, il y a une pratique un peu plus forte de la religion, puisque le soir, tous les musulmans qui sont un peu pratiquants se rendent à la mosquée pour prier et font des séries de prières qui s'appellent les tarawih. Donc il y a de fait une pratique exacerbée de la religion pendant le ramadan. Et pour terminer, le port de la barbe, vous avez cité le port de la barbe, ça peut être aussi problématique. D'ailleurs, je constate que vous avez une barbe vous-même. Si vous étiez musulman, j'espère que vous ne seriez pas considéré comme signalé. Voilà. Merci. Voilà, El Gharab qui sera avec nous, le député des Français à l'étranger, 9e circonscription des députés des Français à l'étranger. Castaner qui donne la liste donc des signes de radicalisation. Je salue Karima Perroni, notre journaliste. Salut Karima. Bonjour à tous. Alors, tiens, je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt va faire Faiza. Quelle est ta réaction? Est-ce que te voilà prévenu? Est-ce que tu as sorti ton petit dictionnaire et prête à détecter le moindre signe de radicalisation chez tes amis, chez tes collègues, dès que tu vois ou chez toi d'ailleurs, oui, on sait jamais aussi. Selon Castaner, est-ce que ça te paraît convenable tout ça? Non, mais ça me paraît non seulement pas convenable, mais en plus ça me paraît carrément ridicule. On est en train de criminaliser des signes de pratique de la religion musulmane, à savoir la barbe, le port du khamis pour aller à la mosquée, le port du foulard chez les femmes, le fait que certains musulmans qui sont plus ou moins pratiquants ne serrent pas la main aux femmes. Je suis désolée, mais là, on n'est pas en train de lutter contre le terrorisme, on est en train de lutter contre des signes extérieurs de religion, quoi. Nadir, je sais que ça t'a fait bondir. Non, moi je suis fatigué Comment ça, non? Je suis fatigué parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que le gouvernement ne cherche pas des solutions et là qu'il est dans l'émotion et notamment il est sous l'influence de la fachosphère. Quand on veut régler un problème, et notamment celui du terrorisme en France et de la radicalisation, il faut essayer de s'entourer des bonnes personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas dans cette optique-là. Parce qu'il faut discuter avec des citoyens de confession musulmane et chercher à trouver des solutions ensemble face à ce mal qui ronge la société et qui ronge également les musulmans. Parce que je rappellerai que dans le monde, la très grande majorité des attentats visent des musulmans et qu'à Nice, quand il y a eu ce camion fou qui a été téléguidé par un terroriste, il a également tué des gens sans savoir ce qu'ils étaient. Donc, et il a touché également des musulmans. Donc aujourd'hui, si le gouvernement avait réellement pris la mesure de la situation, et tous les politiques, parce qu'aujourd'hui on voit un petit peu que tous les politiciens, toutes tendances, réagissent de façon désordonnée, mais arrivent aussi à nous stigmatiser, c'est-à-dire nous les citoyens de confession musulmane. J'entends pas de vraies recherches de solutions. J'entends des réactions, j'entends de l'émotion, j'entends des accusations, de la stigmatisation, mais j'entends pas de la réflexion. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, nous-mêmes, en tant que simples responsables associatifs, on interpelle depuis des années le gouvernement et des ministres et des responsables sur des sujets qui perdurent dans les quartiers. On n'a toujours pas de réponse. Et donc là, quand on regarde un petit peu le suivi, l'historique de ce qui se passe en France, ça dure depuis quand même quelques années, ces actes terroristes. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, à chaque acte terroriste, ils n'ont pas de solution. Mais la seule solution qu'ils ont, c'est de plaire à l'opinion publique et notamment à celle qui a été formatée, donc là, globalement les Français, et de faire croire que, en fin de compte, tous les méchants sont susceptibles d'être musulmans. C'est vrai que la plupart de ceux qui tuent, ils le tuent au nom de Dieu et au nom de notre religion. Mais quand on regarde bien cas par cas, on s'aperçoit que les gens ont été radicalisés extrêmement rapidement, qu'ils n'avaient pratiquement aucune connaissance de la religion. Et pour Monsieur Castaner, je rappellerai que physiquement, il n'avait pas de barbe ni de tache au front. Donc là, il dit n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me révolte aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, on prépare tout doucement l'opinion française et les Français à stigmatiser de façon normale tous les musulmans. Et preuve en est, je rappellerai que dans ma société, qui est une société de transport international, il y a 2 ans, on a commencé par signaler deux collègues à moi qui ne serraient pas la main à des collègues féminins. Ils ont été convoqués et ils sont en passe d'être licenciés. Donc c'est pas nouveau cette histoire-là. Donc simplement, on prépare les gens à ce qui va se passer. Alors, chose qu'il faut savoir quand même, Karima, c'est que la plupart des terroristes n'ont pas justement ces signes qu'évoque le ministre de l'Intérieur, Castaner. Ils sont pas de taches sur le front, ils ont pas de barbe.
pour passer d'ailleurs incognito. Hein. Aucune pratique. Moi, je trouve qu'il instaure un climat d'angoisse, angoisse à la fois pour les non-musulmans, mais surtout pour les musulmans eux-mêmes. En fait, moi maintenant, j'avoue que dès qu'il y a un attentat qui est commis, dès qu'il y a un acte déviant qui est commis, je suis terrorisée à l'idée que l'on dise que ça soit un musulman. Et là, dernièrement, il y avait cet acte odieux d'une personne qui a tué quatre policiers. C'était la semaine dernière, il me semble. Oui. Et en fait, on était terrorisés à se dire mais de quelle origine il était. Alors oui, il était converti, pas converti. Il paraît qu'il a dit Allahu Akbar ou pas. Et puis finalement non, il entendait des voix. C'était un fou. C'était un fou. C'était pas un musulman. Donc tout le monde. Enfin, moi je trouve que même au sein même de la communauté musulmane, on sait qu'on nous attend au tournant, aux moindres faits et gestes, et qu'on ne nous rattrape pas en fait, vraiment. Et donc là, c'est juste la suite logique de cette stigmatisation. Je ne sais pas à quelle fin. Franchement, moi encore une fois, je suis pas du tout politisée et je ne comprends pas en fait les intentions finales de Monsieur Castaner quand il invoque tout le profil de ce que serait un bon ou un mauvais musulman ou musulmane. Je comprends pas du tout la finalité et franchement, moi de ma génération, j'ai peur. Moi, ça me fait vraiment peur. Philippe, une pratique accrue de la religion, ça peut être aussi un des signes qui peut être détecté. Alors, il parle du Ramadan, ce qui est intéressant, et d'ailleurs le député El Guerab qui sera avec nous tout à l'heure rappelait très justement à Monsieur Castelar que pendant le Ramadan, justement, on a une pratique de la religion qui est un peu plus importante que le reste de l'année, avec notamment la mosquée le soir, les prières de Talawih, tout ça. Est-ce que le fait d'aller à la mosquée pour faire ces prières de Talawih va faire de nous des terroristes? Clairement, ils sont en train d'installer un climat délétère dans ce pays, Philippe. Écoute, aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est le 10e jour du mois de Tishri. Au calendrier hébraïque, c'est le jour de Yom Kippour. Alors, Christophe, je te pardonne, mon frère. Je te pardonne pour j'ai rien fait, moi, mon vieux. Hein. Non, pas toi. Je parle de Cricri, mon Cricri d'amour, Castaner. Je te pardonne parce que aujourd'hui, tous les juifs du monde doivent pardonner à ceux qui les détestent. Et lorsqu'on déteste un musulman, on déteste forcément les juifs. Voilà ce que j'avais envie de te dire, Christophe. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est très grave. Tu es en train de jouer sur le terreau fertile des identitaires, comme l'a dit tout à l'heure Nadia. Et ce terreau, on sait très bien ce qu'il amène. Ce qu'il amène derrière, c'est ce qui s'est passé en 1933 dans l'Allemagne nazie. Cette haine de l'autre, cette haine du juif. Aujourd'hui, tu remplaces le mot musulman par juif, tu te retrouves en 33. Ça suffit. Basta. À vouloir copier l'original, les gens voteront pour l'original. Vous voulez copier du Marine Le Pen et vous le faites salement et d'une façon exécrable. Alors, il y a des signes de radicalisation. Je t'invite à arrêter immédiatement Éric Zemmour car il est en train de commettre un homicide volontaire par préméditation sur des esprits fertiles, faibles. Et d'ailleurs, je te rappellerai que l'assassin de Christchurch n'était absolument pas musulman. Je te rappellerai que des massacres se produisent aujourd'hui aux États-Unis et ce ne sont absolument pas des musulmans. Un musulman qui commet un crime délibéré au nom d'une radicalisation n'est plus musulman, il s'exclut lui-même. Donc tu es en train de stigmatiser 7 millions de nos compatriotes aujourd'hui qui vivent en totale harmonie, qui sont français, d'une confession ou d'une obédience autre que la tienne. Il suffit de vouloir ressembler à Marine Le Pen. Moi, ce que j'appelle nos compatriotes aujourd'hui, c'est à la plus grande vigilance. C'est au contraire, aller dans les mosquées, aller auprès des mosquées, aller auprès des musulmans et discuter avec eux. Et vous verrez, je ne connais pas un musulman qui, une fois dans toute sa vie, m'a tenu un propos raciste, antisémite. Pas un seul m'a tenu un propos négrophobe. De toute ma vie, de tous ceux que j'ai connus. Il arrive qu'il y ait des gens qui soient complètement excités, qui sont complètement demeurés. Tu as par exemple le type à l'aéroport, il y a à peu près 1 an et demi, qui a sauté sur des militaires. Et il avait fait toute la nuit, la Harley, la fête, cocaïne, ecstasy, cannabis, alcool. Déjà, il s'est exclu de lui-même de cette pratique qui est l'islam. Et alors, moi, je suis radicalisé parce que si je ne connais pas la femme, je suis vraiment à l'américaine, je lui tends la main. Si elle me tend la joue, à ce moment-là, je lui fais la bise. Et il y a des personnes qui ne souhaitent pas serrer la main aux autres. Il faut lancer le signal d'alarme, il est radicalisé le type. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils sont devenus complètement dingues. C'est quoi en tant qu'écologiste, on le savait. Hein. Oui, c'est vrai, évidemment. Vous êtes radicaux les écologistes. Je voudrais dire que ceux qui ont commis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, ceux qui avaient piloté les avions, c'était des gens que
personne ne voyait une quelconque menace. C'était des gens qui faisaient la fête, qui mangeaient du porc, qui buvaient du vin, et pourtant des études américaines. Et pourtant, ces gens-là ont été endoctrinés par des personnes qui n'ont qu'un seul but, nous diviser et qu'on se haïsse les uns les autres. Ouais. Je voudrais juste rappeler aux qu'est-ce qu'on doit faire auditeurs, nous les musulmans justement pour se rassembler. Alors dire tout haut, de vraiment faire attention de pas stigmatiser. Ok, c'est quelque chose, mais quelles sont les actions nous qu'on peut mener les musulmans pour la même chose que les identitaires. Aller voter. Déjà, allez voter. Ouais, mais parce ça suffit pas. Évidemment, ça suffit pas. Moi, évidemment, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà premièrement une première étape. Deuxièmement, tu prêches ta paroisse là, mon vieux. Partout où les gens déversent leur flot de haine, boycotter ces médias. Arrêtez d'aller consommer chez des gens qui alimentent. Moi, je suis désolé. Si j'ai des marques, on regarde par exemple aujourd'hui, c'est la Maïf qui a décidé de retirer. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Nutella. Et Nutella aussi. Voilà. Enfin, c'est de la com. Mais d'un point de vue médiatique, justement, c'est de la com. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse de la com aussi. Comme ou pas comme, ce pouvoir-là, il est très violent. Le pouvoir financier. Moi, j'ai une solution qui est très simple vis-à-vis de la communauté musulmane. C'est très simple. Il faut être des citoyens en permanence, au quotidien. Pas simplement le temps d'une élection. C'est la même chose qu'on dit vis-à-vis des citoyens des quartiers populaires. Si on veut régler des problématiques qui sont liées à nos quartiers depuis 20, 30 ou 40 ans, la solution, ou une des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution magique, c'est d'être citoyen en permanence. Et le terme vigilant, je crois qu'il a dû me le reprendre parce que je l'ai tweeté il y a quelques temps. Il faut être des citoyens vigilants en permanence. C'est des choses qu'on dit, ça paraît con comme ça, mais ça c'est simple. Parce que quand t'es conscient, t'es dans l'action. C'est pas la conscience intellectuelle de dire je suis conscient. Parce que pour moi, la conscience passe par l'action. Tant qu'on n'est pas dans l'action, on n'est pas réellement conscient. Et c'est une fois qu'on est dans l'action qu'on est réellement conscient parce qu'on est dans le concret. Donc moi, je propose tout simplement, et c'est ce qu'on propose, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, aux citoyens de confession musulmane, de s'impliquer pleinement dans leur société. Ça commence dans le local, déjà dans nos villes, dans nos quartiers, d'être responsable de ce qui se passe, notamment quand on parle de choses avec lesquelles j'ai pu discuter avec des amis qui sont dans l'associatif et qui considèrent pas que c'est une priorité. Moi, je pense que c'est une priorité, notamment les incivilités, la violence dans les quartiers. Une fois qu'on sera capable de commencer à parler de ça sans tabou, de se dire franchement les choses, je pense qu'on sera sur une bonne dynamique pour pouvoir parler. C'est un travail de fond, mais en permanence, du permanent. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse le buzz à la hauteur de. On n'est pas capable. On n'est pas capable et on n'aura pas audience. On ne donnera pas la parole. Non, il faut pas être défaitiste. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un excellent levier. Regardez tout ce qui se passe autour de la question des femmes. Ouais, mais c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on s'unisse, qu'on unisse nos cerveaux dans un esprit de communication et de la communication positive. Si je peux me permettre, on a lancé cette idée il y a 10 ans, quand les réseaux sociaux ont commencé à s'ouvrir. Les gens de la communauté ou les Français de confession musulmane qui étaient intéressés sur ces sujets-là ont dit on va lancer nos propres réseaux, nos propres médias. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne, c'est pas suffisant. Il faut qu'on ait aussi accès aux grands médias parce que même si Philippe l'a remarqué, les médias c'est des médias poubelles et ils sont là simplement pour nous donner à manger et ils ne sont pas dans la réflexion, dans l'investigation. On doit nous aussi paraître, et c'est un des combats qu'on mène au sein de notre association, c'est aussi être présent dans les débats. Vous savez quand vous parlez d'islam, j'ai l'impression aussi qu'il faut qu'on soit solidaire. Par exemple, par rapport à quoi? Par rapport à la communauté en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on puisse. Oui, mais la communauté musulmane n'est pas un monobloc. On pense pas tous de la même façon. Quand il y a des films qui sortent, quand il y a des livres qui sortent, faut qu'on fasse émerger les gens qui sortent, enfin qui normalement sortent pas du lot. Il y a des gens qui vont appeler ça du communautarisme, le fait qu'on s'organise. Parce que le vrai communautarisme. Alors, Karima tout à l'heure parlait de hashtag Faiza et j'ai vu le hashtag tout à l'heure sur Twitter, balance ton musulman. Signale un musulman. C'était pas balance ton musulman, c'est signale un musulman. C'est un hashtag qui a été lancé ce matin par un certain nombre de militants contre l'islamophobie et qui tournait justement en dérision cette requête du gouvernement de justement être vigilant par rapport à ses voisins, ses collègues de travail, tout ça. Il faut rappeler une chose, c'est que c'est pas à nous citoyens de nous autoprotéger contre la menace terroriste. On a un gouvernement, un ministère de l'Intérieur, une police, des services de renseignement qui sont chargés de ces missions de protection. C'est pas à nous de nous charger de ça. Alors évidemment, si on voit quelque chose qui est suffisamment grave, j'imagine que le bon sens de chacun fera que ce sera signalé. Mais après, signale un musulman, signale ton voisin parce qu'il a laissé pousser sa barbe ou parce que sa femme elle s'est voilée du jour au lendemain. Parce que je rappelle aussi qu'il y a des
pseudo-formateurs à la radicalisation, notamment la personne de Mohamed Sifawi, qui explique aux Français non musulmans qu'une personne qui se convertit à l'âge de 45 ans, ça doit poser question. Une personne qui se met tout d'un coup à porter le voile, ça doit poser question. Je suis désolée, non, ça doit pas poser de question. Du coup, voilà, ce hashtag, il a été créé pour tourner un peu en dérision. J'ai vu plein de trucs assez rigolos sur le couscous du vendredi, sur des signes comme ça, sur des macroutes. Ils sont beaucoup à manger du couscous le vendredi. Il n'y a pas que les musulmans qui mangent du couscous le vendredi, hein. Je confirme. C'est l'un c'est vrai, mais des Français. Voilà. Et celui qui va manger un macroute, tu sais, qui va lui être offert pendant le mois du Ramadan ou en dehors d'ailleurs, est-ce que ça fera de lui aussi le fait de détecter? Enfin, ça tombe dans du n'importe quoi en fait dans cette histoire. On va prendre un petit tour du côté du standard. Alors c'est vrai que techniquement c'est assez le bazar. Je peux pas voir qui est avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, prénom, ton appel. Walid, salut Walid. Salut. Bon, tu portes la barbe, Walid? Non, je la porte pas. Bon, c'est bon pour toi alors, tout va bien. Ouais, mais je pense qu'à Noël, déjà, je vais commencer à dénoncer, parce qu'il y aura des Pères Noël dans les centres commerciaux. Ah ouais, bien joué Walid, bien joué. Ouais, bah ouais. Je vais pas arrêter d'appeler la police. Chaque fois que je vais dans un centre commercial, je vais voir un barbu, je vais les appeler. Bien joué, oui. Mais alors, blague à part. Ouais, ce que je veux dire, franchement, moi, je trouve ça, c'est sidérant, franchement. Là, j'ai l'impression, en fait, d'avoir Mein Kampf, mais au lieu de mots juifs dedans, j'ai le mot musulman. Bientôt, on va nous coller des étoiles ou des croissants jaunes sur nos vestes pour nous distinguer. Et franchement, c'est abusé. Faut vraiment que les musulmans réagissent. Moi, je voudrais bien que ceux qui sont responsables d'associations, tout ça, qu'ils appellent à une grande manifestation où tous les musulmans sortiraient dans la rue. Et pour créer leur ras-le-bol, en fait, parce que ça devient abusé. Alors, merci Walid. Attendez. Oui, mais attendez, c'est pas en disant ça, Nadir, que ça va changer. On peut pas dire ça fait 40 ans qu'on fait. Est-ce que là on peut développer Nadir, bien sûr, tu peux développer, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où Walid, il a pas raison là dans le coup? Est-ce que toutes les associations, toutes les associations qui font des choses pour cette communauté, ça s'adresse à toi, à Faiza, à tous ceux qui sont acteurs dans cette communauté, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de vous unir et d'organiser un grand rassemblement à Paris pour montrer que les musulmans travaillent dans ce pays, payent des impôts et qu'ils, à ce titre, doivent être respectés? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire quelque chose? Si tout le monde s'y met, si tout le monde s'unit pour la bonne cause, il n'y a pas moyen de faire ça? Alors Christophe, quand j'ai créé l'association Banlieue Plus et nos quartiers, qui n'est pas une association musulmane, qui est simplement une association citoyenne issue des quartiers populaires, j'avais la prétention de croire qu'en délivrant certains messages par rapport au fait d'avoir marre de cette situation qui perdure dans les quartiers et aussi qui perdure dans la communauté musulmane, on pouvait changer les choses. Et avec le temps, je me suis aperçu qu'en fin de compte, tu sais quoi? Non. Je me suis aperçu qu'on était des citoyens comme les autres, qu'on avait des égos, qu'on avait des problèmes en interne. Ouais, mais ça suffit. Ah non, mais attends, c'est un fait. Non, attends, Christophe. Et que politiquement, pour ceux qui étaient engagés, ils avaient aussi des divergences. Donc en fin de compte, on est des bons Français. Aujourd'hui, le Français. C'est-à-dire qu'on est très bien intégrés? Ah non, moi je suis pas intégré, je suis français, donc moi je me pose pas la question. Oui. Moi j'ai pas de souci là-dessus. Je te dis qu'on est des bons Français, c'est-à-dire qu'on est divisés. Il n'y a pas de communauté organisée ou dans le sens où on est un monobloc et tout le monde pense pareil et tout le monde réagit pareil. On est des vrais Français. Ouais, mais là, c'est-à-dire qu'on a des divergences. Il y a des divergences sur des sujets. On a des divergences malgré des points communs, notamment par rapport à ceux qui sont issus de l'immigration, j'en suis. Par rapport à ceux qui sont issus des quartiers populaires, j'en suis. Mais malgré ça, malgré ces points de convergence, on n'arrive pas à s'unir. Les marches, pourquoi je te dis ça suffit les marches? Parce qu'on marche depuis longtemps. Oui, marcher pour marcher, ça ne m'intéresse pas. Mais si marcher pour donner une dynamique qui va amener autre chose, oui. Mais c'est très difficile. Ça fait combien d'années qu'on marche dans les quartiers? Notamment, je repense au jeune Ibrahima qui est mort très récemment. Oui, on connaît pas réellement la situation, on va le savoir, mais ça fait 40 ans qu'il y a des jeunes qui meurent dans nos quartiers comme ça. Et qu'on fait des marches. Alors, déjà, on a dire, dans un instant, on est de retour et justement, je poserai aussi la question à Faiza, à Philippe et à Karima qui sont avec nous aujourd'hui. À vous aussi, auditrices, auditeurs, on donnera le résultat du sondage. Est-ce que vous pensez que ces signes annoncés par Castaner visent à stigmatiser la communauté musulmane? Eh bien, vous nous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Et vos appels au 01 40 33 9000. Je rappelle qu'on sera avec le député El Gharab qui a un peu taclé le ministre de l'Intérieur hier lors de la commission à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure dans cette émission, à tout de suite sur France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Faiza Ben Mohamed, Karima Perroni, Philippe Bouriachi, Nadir Kaya sont avec nous aujourd'hui. Nadir qui devra nous quitter un petit peu avant la fin de l'émission, qui ne veut pas faire le quiz parce qu'il a peur de Philippe. Mais non, c'est surtout parce qu'il doit aller du côté de chez nos amis d'LCI. On va pas le faire avant le quiz?
Je suis prêt. Ah, pourquoi pas? Ah oui, non, pourquoi pas? Tiens, tu viens de me dire. Tu pars à quelle heure, Nadir? À quelle heure pars-tu? 5h15, allez, dernier quart. Bon, écoute, on va voir. Alors, il faut une question comme ça, vas-y. Oui, très bien. On va voir. tu me désorganises comme ça, mon conducteur. Si mais bon, très bien. Oui, fais pas le malin. Faiza, la question que je posais tout à l'heure, avant la pub. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'unir aujourd'hui, de se reprendre tous en main, de se dire là, bon, écoutez, là, il y a un intérêt commun à défendre. Hein. On est stigmatisé. D'ailleurs, 94% et 93% sur Facebook et Twitter le pensent. Nos auditeurs, Facebook, France Maghreb 2 pour voter, Twitter, le grand forum FM2. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'unir toutes les forces de cette communauté, les associations, les différents, comment dirais-je, les représentants, les plateformes, les instants, tout ce que vous voulez, les tout intellectuels, le monde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se mettre tous autour d'une table et d'organiser une grande marche de sensibilisation et surtout d'interpeller le gouvernement, d'aller marcher, je sais pas moi, près du ministère de l'Intérieur, près de l'Elysée et dire ça suffit maintenant. On est 7 millions, 5 millions dans ce pays. Il serait peut-être temps qu'on nous respecte, Faiza. C'est faisable ou pas? Est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Pertinent, oui. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on soit capable de se faire entendre au vu de notre nombre et au vu du danger qui se dessine, hein, très clairement. Après, est-ce que c'est la volonté de toutes les associations de confession musulmane ou en tout cas de ceux qui ont une vocation à représenter le culte de s'unir? Je suis pas certaine, malheureusement. On sait que problème d'ego, Faiza? Problème d'ego? Bah, bien sûr que oui, c'est souvent le cas. On aurait pu le faire à plusieurs reprises. Il y a quand même, je vous le rappelle, il y a quelques mois en arrière, il y a quand même un imam du côté de Brest qui a été victime d'une tentative d'assassinat, d'un attentat terroriste émanant d'un suprémaciste blanc. C'est quand même problématique qu'il y ait rien eu à ce moment-là, qu'il n'y ait pas eu de vrai soulèvement. Je veux dire, ce serait arrivé dans n'importe quel culte. On sait très bien que ça aurait donné lieu à des marches, donné lieu à des manifestations, à un vrai mouvement de protestation, à un vrai mouvement pour dire stop. Et là, ça a pas été le cas, ça a pas pu aboutir pour X raisons. Après, ce que disait Nadir tout à l'heure, c'est vrai, c'est que il faut pas non plus aussi, il faut le reconnaître, demander aux communautés musulmanes d'avoir les mêmes opinions sur tout. On est tous de sensibilités différentes, on a tous des opinions. Il ne s'agit pas de demander d'avoir les mêmes opinions sur tout. C'est pas là le propos. C'est que là, aujourd'hui, il y a un intérêt commun. Aujourd'hui, quand tu es musulman, et au vu de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est pas le premier, je veux dire. On en a entendu des pires, mais... Oui, mais l'intérêt commun, ça c'est toi qui le dis. Il y en a qui ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, qui pensons qu'il faut se faire entendre. Il y en a qui n'ont pas ces intérêts-là. Et c'est que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, la question de l'ego, la question des divisions, les difficultés. Eh ben, continuons à nous faire insulter, alors. On continue à se faire insulter, on dit rien et personne ne fait rien et tout va bien. Le truc, c'est que je sais pas si t'as un peu regardé quand on parle de les responsables de culte qui ont été invités. Je vais pas les citer parce que j'ai pas envie qu'après on dise que c'est des conflits personnels et tout. Mais je veux dire, hier et avant-hier, j'ai vu moi sur CNews chez Pascal Pro des représentants avec des guillemets de la communauté musulmane qui commençaient à tenir des propos un peu louches aussi sur je sais pas s'ils sont pris par l'émotion, s'ils sont pris par une espèce de pression, mais sur les barbes, sur les djellabas, sur des imams blablabla. C'est quand même problématique. Je veux dire, quand vous avez des représentants de culte qui vont sur des plateaux télé pour eux-mêmes véhiculer la pensée dominante et la pensée discriminante, il faut à un moment donné se rendre à l'évidence, on ne peut pas s'unir avec ces gens. Bon, Nadir, voilà, plutôt Philippe Bouriaki. Quand t'entends ça, moi je suis consterné. Hein. Franchement, j'entends ce lot de vérité dans la bouche de Nadir et de Faiza, qui sont quand même des gens qui connaissent davantage les choses que nous, je pense, en tout cas, en étant militants de leur côté, chacun de leur côté. Mais c'est consternant d'entendre ça. Moi, je me dis, mais comment est-ce que c'est acceptable et comment est-ce que c'est possible d'entendre une telle résignation finalement? Alors, la résignation, elle est du fait qu'à chaque fois, il a dit Nadir, le nombre de marches qui ont été faites, le nombre de rassemblements qui n'ont abouti à rien derrière. Mais je crois que justement, je pense que les mentalités aujourd'hui sont mûres,
que la communauté musulmane dans son ensemble en a marre d'être stigmatisée, on a marre de prendre des coups. Ouais. Sauf que personne ne veut prendre l'initiative. Je vais t'expliquer pourquoi. À cause de la ambiance bien pensante. Rappelle-toi, après les attentats de Charlie, tu ne pouvais rien dire sur certaines choses. Surtout si t'étais pas Charlie. Hein. Mais surtout si t'étais pas Charlie. Attention. Ouais. Moi, une fois, j'ai eu une discussion. Alors, je suis vraiment radicalisé. Moi, j'ai dit, moi, Charlie Hebdo, j'ai jamais adhéré à leur humour parce que à chaque fois que je voyais quand ils caricaturaient le pape, ça me faisait mal à tous mes frères chrétiens. Je les voyais souffrir. On ne peut pas, à un moment donné, gratuitement, par méchanceté. Alors, bien sûr, évidemment, il faut dénoncer les dérives sectaires dans telle ou telle obédience religieuse. Toi, t'es mystique comme mec, hein. Tu me parles du pape, tu parles de Yom Kippour. Non, mais tu as raison. Pour défendre sur un débat qui porte sur les musulmans. Voilà, c'est ça. Bon, Yaki, attention, tu files un mauvais coton. Non, mais je suis humaniste. Moi, mon frère. Mais parlons de notre cause parce que personne parle de notre cause. C'est ça. Moi, mon frère musulman qui est en train de souffrir au quotidien et qui peut rien dire parce que s'il dit quelque chose, mais il est radicalisé. Ils en ont marre. Ça suffit. Donc maintenant, il faut qu'il y ait 1, 2, 3, plusieurs personnes. On laisse les égos de côté. On dit, tiens, chiche, on amorce un truc et on verra bien ce que ça va donner. Et en plus, c'est que ça marcherait, hein, Karima, je pense. Moi j'insiste, je suis désolé, je monopolise un peu la parole, mais parce que j'ai des expériences concrètes qui ont été tentées depuis des années, ça ne fonctionne pas. Je vais donner un exemple. Marwan Mohamed. Mais on peut pas être pessimiste comme ça à chaque fois. Quand on propose quelque chose, de dire mais ça a déjà été fait, ça ne fonctionne pas, ça a été fait il y a 10 ans. Amorçons quelque chose. Les révolutions, elles n'ont jamais été basées sur du pessimisme. Je suis pessimiste par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui peut se produire et à notre incapacité de faire des choses. Mais je suis optimiste parce que je suis encore là. Je vais donner Mohamed Marwan, qui avait fait une consultation il y a quelques temps, qui avait récolté 20 000 voix. Oui. C'est un des leaders. Il y a plein de leaders comme lui qui sont potentiellement capables de nous unir. Bien sûr. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a un problème d'ego. Ouais. Il y a des choses en sous-marin chez certaines personnes qui n'acceptent pas des leaders pour telle ou telle raison religieuse ou autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, on n'arrive toujours pas à faire émerger des leaders parce qu'on a ces guerres, internes. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde prenne la parole. Ouais, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. 10 millions de musulmans. Mais oui, bien sûr. Ah, la parole ou c'est-à-dire manifester. Je pense qu'on peut manifester, qu'on peut aller sur Twitter, qu'on peut faire des vidéos aujourd'hui, les stories sur Instagram, on peut envoyer des mails, il faut le faire. Non, mais il faut le faire massivement. Oui, mais que ça soit gratuit. C'est pas assez, Nadir. Quand il y a des propos islamophobes à la télé, tous ensemble. Non mais attends, juste on se reprend. Je vais te dire une chose. Non, contrairement à la fachosphère. Non mais Christophe, contrairement à la fachosphère, elle est présente en permanence. Oui. Nous, la communauté musulmane, les citoyens musulmans, on est dans l'émotion. Oui, on ne sait pas construire sur du moyen, du long terme. Oui. Il y a un problème qui nous touche, on réagit, il n'y a plus rien. La fachosphère, ils ont compris une chose et ils ont infiltré les médias. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui. C'est ça. Ils sont là depuis déjà 20 ou 30 ans. Mais là, maintenant, ils ont infiltré les médias depuis facilement 5 ans. Twitter, c'est à eux maintenant. Et c'est eux qui, je sais pas si vous faites attention à la rapidité des informations, c'est eux qui parfois informent les médias. C'est vrai. En bon ou en mauvais, mais ils les informent. Et les médias, moi, je peux vous parler d'un cas, une amie qui était chez RTL, qui s'est fait virer, qui n'est pas du tout musulmane, qui a alerté le fait qu'il y avait une personne qui avait des influences chez RTL, elle a été virée. Cette personne, c'était une personne de la fachosphère. Dis-lui de venir au Grand Forum, il y a de la place. Non, mais ça, c'est des exemples, il y en a plein comme ça, mais après, il faut avoir le courage de parler, de sortir de l'anonymat, mais c'est très compliqué. Donc c'est pour dire tout simplement que la fachosphère, elle est présente dans les médias, et qu'il y a deux sphères où les choses peuvent évoluer. Certes, le côté citoyen et l'action, mais il y a aussi le côté réseau, médias et politique. Ouais. Et dans ces deux cas de figure-là, on est déficient. Là, il y a des élections qui arrivent et il y a plein de personnes qui sont maghrébins, qui représentent beaucoup de. Beaucoup n'auront pas l'investiture parce qu'aujourd'hui en France. Pour moi, je trouve ça très très positif de savoir. Toi, tout à l'heure, tu disais qu'on doit aller voter, mais on doit aussi se présenter. C'est le cas, et ils le font. Ça très positif. Mais il y en a beaucoup. Et à chaque élection, il y en a de plus en plus. Exact. C'est des messages forts, c'est des messages positifs de dire que quand on est maghrébin, quand on est musulman, on n'est pas juste cantonné à nos cités et au trafic de drogue. Ouais. Alors on va prendre un petit tour du côté du standard, nos auditeurs qui nous écoutent. Non, je sais que t'es pas du tout dans ce. Au 01 40 33 9000. Taisez-vous, je vous prie. Allô, bonjour. Allô. Voilà, vous avez fait fuir notre auditeur, voilà. Voilà. 01 40 33 9000, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler, évidemment, pour prendre la parole. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, quand même, Nadir, il est quand même utile de rappeler qu'on a eu à faire cette expérience ici même, dans cette émission.
à l'époque où j'étais tout seul, où il n'y avait pas de chroniqueur. Vous venez pas mettre le bazar dans mon émission. Hein, mais tu te sentais seul à cette époque, je suis. Bah oui, c'est vrai, je me sentais seul, c'est vrai. Et ben à l'époque, je me souviens qu'on avait sensibilisé par rapport à un certain Philippe Tesson. Tout le monde se rappelle de Philippe Tesson? Ah, quelle horreur. Ouais, on se rappelle, hein, Faiza, Philippe Tesson chez Morandini. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah, on avait alerté les auditeurs. Moi, je leur avais dit, chiche, voilà, on vous mâche le travail. On vous met accès le formulaire du CSA. CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui qui est chargé de veiller en permanence. Un organe politique. Voilà. Non, arrête. Si. Arrête, ne nous fâche pas avec le CSA. On a besoin de lui. Mais ils sont nommés par nos politiques. Oui, bah peut-être. D'accord. C'est un autre débat. Ceci étant, il est là pour faire régner l'ordre dans les médias, dans les radios, dans les télés. Et j'avais dit, voilà, Philippe Tesson, voici ce qu'il a dit. Je passais l'extrait tous les jours. Oui, tu buzzes. Je buzzais avec ça. Mais c'est pas d'accord. suffisant. Attends, mais laisse-moi finir. Eh ben, il se trouve qu'il y a eu à peu près, grosso modo, une quarantaine de plaintes d'envoyés. Quand t'es chez Hanouna, t'as un comment dirais-je, on appelle ça un truc qui se voulait être marrant au départ sur les homos. Vous vous rappelez? Un chroniqueur. 40 000 plaintes au CSA en 24 heures. Bon, bah voilà. Oui, mais ça, c'est parce que la communauté LGBT a un lobby qui est capable de se mobiliser. Eh ben voilà, eh ben oui, mais pourquoi on n'est pas capable, nous? Créons-le, ce lobby. Créons-le, ce lobby. Moi, je rejoins Karima. Créons-le. Est-ce qu'on peut pas le créer? Comment ça se passe? Tu sais très bien, on a lancé, tout à l'heure, Nadir, il a rappelé le truc. Faut pas faire semblant qu'on ne sait pas ce qui se passe, Christophe. Nadir a rappelé, Marwan Mohamed a lancé la consultation. J'ai travaillé dessus avec lui, j'y ai participé. On sait très très bien ce qui a été dit après derrière. Voilà, il représente rien. Pourquoi il a lancé ce truc? Moi, je participe pas. Moi, je participe. Moi, je veux pas. L'autre, il veut pas. Franchement, ça fatigue. C'est une communauté qui est épuisante. On doit s'éduquer, nous, de l'intérieur. Si on veut être fort face à ce genre de menaces, il faut vraiment, de toute urgence, qu'on soit soudés et qu'on apprenne à agir avec une seule voix, bonne fois pour toutes. Mais là aussi, ça fait très bisounours ce que je dis, mais sincèrement, l'éducation, elle doit passer par nous. Non. Et nos enfants aussi, on doit les éduquer. On doit les aussi préparer. dans ce sens. On doit les préparer, exactement. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô? Oui, bonjour, ton prénom? Oui, bonjour, c'est Abdelrahman de Metz. Bonjour Abdelrahman de Metz, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Il y a des bruits bizarres dans mon téléphone, c'est bizarre, hein. Il se passe des trucs bizarres, ça doit être les renseignements qui doivent nous écouter, je sais pas. Oui, certainement. Big up à eux d'ailleurs. Bon, en deux mots, hein, moi je pense que effectivement, les propos du ministre de l'Intérieur sont extrêmement graves et dangereux. Vous l'avez évoqué, certains de vos participants l'ont évoqué tout à l'heure, ça fait rappeler des heures sombres que la France a connues, où on a montré les gens issus d'une religion, hein, la communauté juive, et on dirait que ça nous pend au nez. Donc moi je pense effectivement qu'il est urgent dans un premier temps, moi je ne comprends pas que des instances nationales, quelles qu'elles soient, qu'ils aient des différences, qu'ils aient, je m'en fous, mais que ces instances ne prennent pas ça en considération en demandant en urgence un rendez-vous auprès du Premier ministre pour qu'il interpelle son ministre de l'Intérieur de ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il est ministre de l'Intérieur et il est aussi ministre des cultes. Donc il doit savoir quand même un certain nombre de choses qui se pratiquent dans l'islam qui ne lui permettent pas de sortir ce qu'il a sorti hier. Donc ça, c'est clair, et ça, c'est condamnable. Ouais. Maintenant, je dis aussi, attention, je dis aussi, il y a du ménage à faire dans notre communauté, et on ne peut pas ignorer qu'il y a une mouvance salafiste qui, depuis des années, remplit le crâne des gens. Et je dis une chose, avec tout le respect que je dois aux uns les autres, chacun est libre de faire son cheminement spirituel comme il l'entend. Mais c'est pas parce que demain je me convertis à l'islam que dans la demi-heure qui suit, je dois systématiquement porter un khamis ou que je dois... Il faut qu'on arrête ça. Abdelrahman, je me permets de vous couper, Abdelrahman. Et je pense que nos frères qui se convertissent doivent être plus entourés qu'ils ne le sont actuellement. On laisse les gens dans la nature, ils se font happer par 2, 3 qui leur disent éventuellement « Oh, il faut pas trop écouter l'imam, tu sais, lui, c'est pas trop... lui nous dit des choses, mais... » Et voilà. Et la chose est mal goupillée. Donc là aussi, il y a un énorme travail à faire au sein de nos communautés. Bon, alors, d'accord, mais j'entends bien, mais alors, on a un peu galvaudé le mot salafiste, hein. Il faut qu'on arrête 5 minutes
limite le criminaliser. Un vrai salafiste, c'est quelqu'un qui veut pratiquer sa religion selon les pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien de dangereux, rien de guerrier. Le vrai salafiste. Aujourd'hui, le mot salafiste dans les médias et dans la France entière, en France en particulier, parce qu'on peut parler d'une spécificité française là-dessus. Le salafiste, c'est celui qui va tuer des gens. Non, c'est absolument faux. Et vous jouez avec les mots. Tout ce qui se termine en is d'ailleurs sont souvent mal vus. Mais un vrai salafiste, il a... Comment ça dépend lesquels? Non mais Nadir, sérieusement, soyons sérieux. Un vrai salafiste, on en connaît, t'en connais. Ce sont des gens qui effectivement s'éloignent un petit peu de la société pour vivre leur religion selon leurs intentions et leurs pratiques. On peut pas les condamner. Ils ont rien de mal. C'est pas des gens qui veulent tuer des gens. Non. Ceux qui veulent tuer des gens, c'est pas des musulmans, c'est des cinglés, c'est des lâches, c'est des pourris, c'est des salopards. C'est tout ce que vous voulez. Et ça, il n'y a pas besoin d'être musulman pour arriver à ce genre de truc. Et d'ailleurs, la plupart des terroristes, en tout cas de ceux qui sont revendiqués comme terroristes et qui ont tué des gens, ils étaient loin d'avoir une pratique salafiste parce qu'ils fréquentaient les bars, les meufs, l'alcool, et tout ce qui s'ensuit. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais le problème c'est que cette partie-là ils veulent pas la voir parce que ça va revenir aux responsabilités de l'État, notamment par rapport à ces enfants issus des quartiers populaires. Ouais. Il y a des choses socialement qui n'ont pas été réglées en France et qui font que certaines personnes se sont retrouvées à brandir l'étendard de l'islam pour se venger de ce que n'a pas fait sa patrie. Il y a aussi cette réalité. Et quand on parle de cette réalité, c'est dérangeant parce que ça remet en place la problématique de la responsabilité partagée en France. Et ça, les politiques ne veulent absolument pas l'assumer. Bon, allez. Kader nous dit, comme la vie ne fait pas le moine, la barbe ne fait pas l'imam. Oui, d'accord, oui. C'est qui a dit ça? Kader. Merci Kader. Alors, il est 17h13. On fait le quiz alors? D'accord. On fait le quiz? Vas-y. T'es prêt, Nadir, avant que tu t'en ailles? Parce que monsieur doit partir. Et ben on va faire le quiz maintenant. Allez hop, c'est parti. Faiza, t'es prête? T'as sorti Google? Bismillah. Attention, ce sont des mots qui vont devenir dangereux ça à l'avenir. Je vais la signaler. On va la signaler là. Signale ton musulman. Il y a une prime ou pas si on balance des mots? Ah, je sais pas. Non mais attendez. On a aussi un problème en termes. Reprenez-vous, c'est de la délation. On a aussi un problème, c'est qu'on rigole beaucoup dans notre comité. C'est ce qui fait que parfois on n'est pas pris au sérieux. Ouais. Mais il faut rire. Mais il faut rire. Je suis d'accord là-dessus. On peut rire de tout. C'est tellement ridicule de toute façon. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que dans Ouais, mais bon, ça. Karima Perroni, journaliste. Faiza Ben Mohamed, journaliste aussi. Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus. Philippe Boyaki, c'est l'intrus du groupe. Il est maire d'Orly, futur maire d'Orly, pardon. Non, mais lapsus révélateur, je valide. Voilà. Bon, alors c'est parti pour mes questions qui ont tout un rapport, je le rappelle, avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 octobre. Attention, le premier qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève un point. Ça marche. C'est clair? Première question, c'est parti. Qu'est-ce qui a été aboli officiellement le 9 octobre 81? Esclavage. Non. La peine de... oui, la peine de mort. La peine de mort Oui, est une bonne réponse. Mais attention, Karima. Attention, tu as répondu avant la fin de ma question. Non, Nous, je pour la l'avais parité. terminé. Ouais, t'avais terminé, t'allais. Il y a pas. C'était que t'avais terminé. Non. Il y a pas, je suis désolé, je m'excuse. Bon, Je suis d'accord, t'as laissé un temps qu'il laissait croire que c'était fini. Je t'accorde un point à Karima, mais je t'indique. Un avertissement. Voilà, un avertissement. Carton jaune. Qui est nommé ministre, et c'est là ma deuxième question, qui est nommé ministre des Affaires étrangères en Israël en 1998? Benjamin Netanyahu. Non, Shimon Peres. Non. Il a été Premier ministre par la suite. C'est le petit là, j'ai oublié son nom. C'est le petit là. Le fou là. Oui. Ariel Sharon. Ariel Sharon. Bonne réponse. Mais il est où lui au fait? Il est dans le coma? Je crois qu'il est. Non, je crois qu'il est dans le formal. Non, il est comme Schumacher. Faiza, il est où, dans le coma? Je sais pas, il est pas mort. Je sais pas. Faut se renseigner. Je pensais qu'il était décédé. Il est dans le coma normalement. Il est resté dans le coma. Mais bon, à mon avis, on sait pas en tout cas. Un point pour Karima, un point pour Bouriaki, 0 pour Faiza, 0 pour Nadir. Qui est élu? Et là ma troisième question. Qui est élu président de l'Afghanistan en 2004? Massoud. Non. Non. Mais non, il est mort en 2001. Arzaï. Comment? Armin Arzaï. Ah oui, avec son chapeau vert là. Non mais tu me le dis correctement. Le Shelgoumi l'Afghan là. Ramzaï. Arzak. Hamid Hazaï. Non, c'est pas Hazaï. Arrêtez de déformer. Arzak. Non mais j'ai du mal à prononcer vos noms, vous savez. Hamid ou Arzak? Hamid comment? Arzak. Non. Je l'ai dit. Razak. Razaï. Faiza. Razaï.
Attends, je tape sur Google. Voilà. Il a dit Karzai. Comment? Ouais, Razak, non? Hamid Karzai. Merci Faiza, le point est pour toi. Voilà, Qu'est-ce qu'elle a on dit? déforme pas les mots. Quoi? Hamid Karzai. Ah oui? Karzai, hein. Non, tu m'as dit, Arrête, non, il a arrête. dit. Mais je m'as dit Je n'arrive pas à Karzai, il m'a dit prononcer. tout sauf Karzai. Non, arrête. Arrêtez. Non, franchement, c'est pas bien. Je m'en fiche. Je lui donnerai pas le point. Je peux donner son AD, je n'aurai pas le point. Moi, je te soutiens, Philippe. Non, tu n'auras pas le point, tu arrêtes de me déformer. Et on va t'appeler Boria Kiki, Boria Chi, Boria Sou, Boria Kou. Hein? Je ne parle pas votre langue, c'est très difficile Oui, pour oui. moi. Oui, ça va. Et je trouve que vous avez du mal à intégrer les... Un point pour Boyaki, un point pour Philippe, un point pour Sabrina. Quatrième question. Quel président reçoit le prix Nobel de la paix en 2009? Nelson Mandela. Non. Obama. oui. Nadir, il a marqué son point. Voilà. Bravo. C'est Barack bon. Obama. Barack Obama. Attention. Cinquième question. Quel- Barack. Ah, non, attends, je ne valide pas parce qu'il n'a pas dit Barack Obama. Obama. Quel révolutionnaire cubain est mort en 1967? Che Guevara. Che Guevara. Ernesto Che Guevara, elle l'a dit avant moi. Elle l'a dit avant toi, évidemment. 2 points. Attention pour cette dernière question. Je cherche un chanteur, un compositeur, un parolier, acteur belge mort en 1978. Brel. Brel est une Brel. bonne réponse. Je l'avais Du au coup, bout, là, au bout. je 2 l'avais. partout, 2 pour Philippe, 2 pour Sabrina, Ah, non, il 1 pour Faiza, C'est 1 qui pour Sabrina? Nadir. Karima. Karima, pardon. Excuse-moi. Il nous faut Donc, une question départagée. Oui, Mais et ben non, j'ai une arrête, question. C'est bien d'être dans l'égalité. Non, je refuse. C'est pas, il y a un Mais c'est quoi challenge. cette Elle est pas au espèce de courant, elle. compétition, Elle est pas au mais courant. n'importe quoi. Elle est pas au courant. Il y a un Mais mec qui aimez-vous, s'appelle- tu vois, la Non, solidarité, elle pas au commence quiz. là. J'aime personne La au quiz. solidarité dont je parlais, elle commence là. Oui, alors dernière On question. est ensemble. Il Non, faut vous on est départager. ensemble. Il faut vous départager. Voilà. Karima, Philippe, donnez-moi le nom du commentateur sportif qui nous a quitté il y a 2 jours et qui a été n'importe pendant quoi. 40 ans à Europe 1. Socamano. Ouais, bah, J'ai oublié son nom. franchement, c'est pas bien. C'est du sport, c'est très bien le sport. Moi, je maîtrise pas du tout. Socamano. On va cesser de la Eugène faire. Sacomano, Faiza. Voilà. Faiza. Faiza de quoi? Mais non, c'est pour elle avait pas dit Faiza. C'est pas grave, Faiza, bravo Faiza. 2 Voilà. points. Non, mais je l'ai dit. Du 2 coup, points pour tout le monde, voilà. Elle a pas Allez. 2 points. Mais non, c'était une question. comment ça, elle a pas 2 points? Mais t'es fou, quoi, toi? Mais attends. Bon, écoutez, on se fait la pub et on fait la 3e question subsidiaire pour vous départager. On règle nos comptes sur l'octogone. À tout de suite sur France Maghreb 2. Non, mais t'inquiète, tu vas Tu dis gagner. du sport, Mais il faut c'est y pas aller bien. calmement. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il faudrait que j'arrive à obtenir une prime de calme dans cette émission que j'anime au quotidien, surtout avec une équipe. Quand il y a Bouriachi dans les parages, il y a forcément le bazar. Faiza Ben Mohamed est très calme, heureusement. Karima aussi. Nadir qui nous a quittés, il va sur LCI. Hein. Voilà, autant vous le dire tout de suite. On vous dit les choses clairement. Notre ami Nadir Kaya qui est parti pour être interviewé chez nos confrères de LCI. Sur quel Vous thème n'êtes pas obligé de regarder. Hein. Sur le truc, toujours le même thème en fait. On va en parler dans un instant. Ça fait le buzz depuis ce matin. C'est Adama Traoré qui avait invité à une manifestation demain pour alors dit-on hein, parce que soutenir le tueur de la préfecture de Paris sur le fait. Il conteste en fait Adama Traoré qu'il était terroriste, mais il a dit que cette marche n'avait pas pour but de glorifier le type en question. Il s'en est expliqué dans une vidéo, il fait le buzz hein, depuis ce matin, les médias parlent que de cela, on en parlera dans un instant si vous voulez bien, et le ministre de l'Intérieur a fait interdire cette manifestation demain. Je crois que c'était à Villiers-le-Bel, Faiza, c'est ça? Non, Gonesse. Gonesse, pardon. Oui, Gonesse. À Gonesse, devant la mairie de Gonesse, le rassemblement, mais a priori, il ira quand même, donc voilà. Oui, bon, en tout cas, voilà, quoi qu'on pense du personnage, c'est dommage que Nadir soit parti parce qu'il le connaissait un peu mieux que nous, Adama Traoré. Il est déjà venu à la radio. Bon, c'est pas du brillant, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. La révolution est en marche. Non, mais je dis rien ne m'arrêtera. Oui, rien ne m'arrêtera. Justement, ma dernière question, rien ne m'arrêtera. Ouais. Parce qu'il faut vous départager. Pas du foot, pas du sport, c'est promis. Bon, alors, une petite question géographie. Est-ce que vous êtes fort en géographie? Pas du tout. Mais c'est quoi ce quiz qui se finit plus Mais là, moi du aujourd'hui people. Ben oui, mais c'est à cause de vous. Bon, alors citez-moi la capitale du Kenya. Nairobi. Nairobi est une bonne réponse. Victoire de Bouriaki. Abdeslam, j'arrive. Voilà. C'est allez hop, ça c'est plié. Faiza.
Tu m'entends? Oui, elle t'entend, oui. Ouais. Franchement, c'est pathétique. J'ai l'impression que c'est des coqs. C'est des coqs qui sont là en train de savoir Attends, qui c'est mais qui Karima, va- tu peux pas dire ça. La géographie, t'as été à l'école comme moi, d'accord? Mais non, mais on c'est a des tous coqs été à à l'école. Il n'y a vouloir pas de sport. savoir. Il n'y a Oui, pas de c'est moi qui ai cuisine. gagné. Il n'y a rien. Il y a de la géographie. Des coqs, Faiza. Comment? C'est quoi le rapport avec le 9 octobre? Bah, aucun rapport, si ce n'est que le fait que j'avais que 6 questions de prévues. J'avais pas prévu qu'il y avait une égalité parfaite. Donc il faut désigner un gagnant. Je suis désolé. Voilà. Donc Boyaki a gagné sur le fil du rasoir. Je vous l'accorde. Tu m'as pas prévenu, moi j'étais sur Google, je on m'a tapais volé 9 deux octobre, questions. j'attendais la suite. Oui, en tout cas 2 points. Bah, attendez, c'est noté dans le tableau. 2 points pour Faiza, 2 points pour Karima, 1 point pour Nadir Kaya et 2 points pour Boyaki. 3, commence pas à 3, bouger encore. pardon, 3. Mais toi, tu viens souvent, toi, en plus. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais je Bah viens voilà, une fois donc par c'est semaine. pas. Eh Voilà. ben, c'est beaucoup. Bah, Moi, d'accord. la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 3 semaines. Bon. C'est pas de ma faute. Donc c'est pas équitable. Alors, avant de Faut le parler faire de au 2 prorata autres sujets, des- avant d'avoir des du venus. député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, Monsieur El Guerab, qui a interpellé Castaner hier, qui nous dira un petit peu sa manière de penser. Donc des signes proposés pour détecter la radicalisation de Castaner hier. Il lui a fait remarquer d'ailleurs le député que lui-même, le ministre, avait de la barbe, hein, et que s'il était musulman, il pourrait être surveillé, voilà, signalé en tout cas. On en reparlera dans un instant. Juste le temps d'une petite pause culture avec Karima Perroni pour nous parler d'un film qui a un drôle de nom d'ailleurs, c'est Papicha. Qui est d'ailleurs, je viens de l'apprendre, je ne le savais pas, qui est fait office de, pas de favori, mais en tout cas qui pourrait obtenir peut-être un Oscar. Ce film parle de l'émancipation des femmes en Algérie durant la décennie noire, et pourtant ce film est interdit en Algérie, Karima. Oui, alors ça a été la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il a été interdit en Algérie, et je viens de m'entretenir avec la réalisatrice Mounia Medour, et en fait il y a plusieurs hypothèses qu'elle m'a expliquées. En fait, il y a le fait déjà d'une question de sécurité. On se pose la question sur effectivement, il y a sur la projection qui avait été faite au mois de septembre, en tout cas le désir de projection, il y avait 200 invitations et il y a 2000 personnes qui se sont présentées, en tout cas qui ont voulu voir le film. Ensuite, c'est vrai que ce film est assez particulier parce que il parle d'une époque, donc c'est les années noires, la décennie, les années 90, et en fait cette période-là fait terriblement écho avec ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'en fait c'est avant tout un film sur la jeunesse. C'est la jeunesse et c'est le peuple qui vibre dans les rues et qui se positionne contre le gouvernement, contre le terrorisme et l'intégrisme. Et en fait, c'est vrai que c'est un film qui fait vraiment écho avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'était pas du tout voulu d'ailleurs. Ça a été un fait du hasard, puisque le film a été monté l'année dernière, et elle pouvait absolument pas prévoir qu'il allait avoir cette vague de révolution cette année, là pendant le printemps de cette année. Et puis il y a aussi le fait que justement en soutien à la révolution, les actrices et la réalisatrice avaient décidé lors du Festival de Cannes, puisque le film a été présenté au Festival de Cannes, de porter un badge en soutien à la révolution. Et donc elle pense que peut-être ça a été quelque chose qui a été mal perçu par le gouvernement. Bande annonce du film Papicha sur France Maghreb 2. هذا تاكسي كلونديستا مش فيك كباري Salut Abdallah. الزلات لا سيتي ربي يعاوني اللي تجيب لي قهوه هذه. كان اسمها بلي لا سيتي هادي بورديل سيال اوفير هاك عاد اليوم تما بلي السلعه تاعك كيتباع سون بيدي نقولوا بلي تجي من طليان واحد ما فقري العام الجاي نحل حانوت. C'est quoi ça? استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف جماعات مسلحة. C'est quoi ces affiches بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما سطروا رواحكم شويه برك خلونا من لي بروبليم نديرو حجاب نقعدو في الدار. C'est ça? البنات حابة ندير un défilé. Vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça حط لا خلاص ديال بابيجا
Moi je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. Papicha, ça sort aujourd'hui dans toutes les salles de ciné, pardon. Tu l'as vu, hein, Karima, en avant-première. J'ai vu ce film, je l'ai vu en projection presse parce que j'ai écrit dessus et j'ai rencontré les actrices et puis la réalisatrice. Ce film est un chef-d'œuvre et quand on écoute la bande-annonce, je trouve ça très intéressant de pas voir justement les images, mais juste de l'entendre. J'ai encore vibré. En fait, on ressent la pression qui monte. Donc au début, c'est vrai que c'est un film qui est très solaire. C'est un film qui représente la joie, qui représente la jeunesse, qui représente une Algérie qui vibre. Et puis il y a cette montée de l'intégrisme, mais c'est pas un film sur l'intégrisme. Attention, c'est vraiment un film sur le peuple algérien et sur les femmes algériennes qui ont toujours été des figures de proue dans toutes les résistances en fait. Et d'ailleurs, il y a un juste rappel qui est fait à un moment donné dans le film où on parle aussi de la guerre d'Algérie et comment les femmes aussi ont aidé à la libération de l'Algérie. Et c'est un film où il y a plusieurs tensions, il y a beaucoup d'émotions. Alors effectivement, il y a le moment fort où il va y avoir un attentat. Et puis après, il y a l'émotion qui vient et puis il y a l'espoir. Et donc je trouve que je l'ai vraiment ressenti quand j'ai entendu la bande-annonce. Encore une fois, même si je connais le film presque par cœur, on vibre. Moi, j'ai pleuré mais je suis sortie vraiment du film. Je me suis sentie à la fois puissante et forte, et en même temps, j'étais tellement triste et abasourdie qu'enfin, je retrouve un film qui retrace cette période noire. Et parce que l'Algérie a du mal à parler encore de cette période, il y a encore très peu de films qui ont été faits autour de ça. Le devoir de mémoire, il est encore pas assez présent. L'ancienne génération n'a pas envie d'en parler, et c'est la nouvelle génération qui a aussi envie d'aller de l'avant et disent non, nous aussi on n'a pas envie d'en parler parce que nos parents veulent pas en parler. Et Mounia elle dit moi j'ai dû partir de la France, de l'Algérie à cause de ça, parce que son père était menacé, il faisait partie de ceux qui étaient sur la liste noire, et donc c'est quelque chose qui l'a marqué, qui a marqué. Donc elle fait partie des années 90. Elle était étudiante justement dans cette cité universitaire là dont elle parle dans le film, et elle dit non, pour aller de l'avant, on doit absolument faire ce devoir de mémoire et puis reconnaître la folie, la justesse de la jeunesse algérienne, qui sera la clé selon elle, et encore aujourd'hui qui sera la clé de la révolution et du nouvel ère en fait pour elle en Algérie. Ça sort au cinéma aujourd'hui, ça a été récompensé, je crois, au Festival de Cannes. Non, justement. Alors ça a été une grosse déception, et moi j'ai pas compris aussi pourquoi il a pas été. Ça a concouru en tout cas. Alors il a concouru, mais alors j'espère en tout cas maintenant, c'est vrai qu'il y a eu l'annonce il y a quelques jours qui va être présenté aux Oscars, et c'est quand même une première parce qu'en fait c'est un premier film donc ça représente l'Algérie sans avoir eu de projection en Algérie, et ils ont quand même accepté les Oscars de faire concourir le film, et je lui souhaite vraiment un grand succès, et tant pis pour les Césars. Normalement c'est un film qui avait sa place, je trouve, dans les Césars, et franchement je vous appelle donc tous. Donc t'invites à aller le voir aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, allez le voir, tout le monde doit aller le voir, toutes les générations doivent aller le voir, algériens ou pas d'ailleurs, c'est un devoir d'aller voir ce film. Bon, très bien. Papicha dans toutes les salles aujourd'hui. Donc voilà, en plus il fait pourri, donc le temps est pourri, donc l'occasion franchement d'aller au cinéma, c'est plutôt bien vu. Bon, alors on va parler d'un autre sujet qui nous préoccupe, c'est Zemmour, dont on a beaucoup parlé. Il se trouve que Zemmour, on lui a offert une tribune, comme vous le savez, grande ouverte. Il se trouve que CNews, une chaîne d'ailleurs avec laquelle il a collaboré jusqu'en 2014, s'apprêterait, selon nos confrères du Parisien, à le reprendre, le réemployer pour qu'il y anime une émission quotidienne. Enfin, il participerait dans une émission quotidienne. Sauf que les annonceurs publicitaires ont commencé à réagir. La MEF ainsi que Nutella ont commencé par dire que si Zemmour, si Zemmour officiait bien sur cette antenne, ils romperaient leur contrat publicitaire. Est-ce que l'argent va avoir la peau d'Éric Zemmour, Faiza? Ah oui, mais j'espère que ça va avoir la peau d'Éric Zemmour. Je vois pas comment une émission pourrait se passer de gros annonceurs comme
comme ceux que tu viens de citer et qui du coup ne veulent plus apparaître si Zemmour était embauché. Je pense que il y a que les sanctions financières qui peuvent faire revenir CNews à la raison. Voilà, j'espère que ce sera le cas. Alors, pour être tout à fait complet pour l'info, voilà, j'avais pris mes petites notes parce que c'est important de savoir de quoi on parle. C'est une première victoire qui en appellera donc certainement une autre. Dans un communiqué, la Maïf a annoncé donc qu'elle reprend son contrat publicitaire avec CNews si la chaîne d'information continue se décide à embaucher le polémiste Éric Zemmour, suite à une mobilisation importante. La MEF, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, a répondu dans un communiqué détaillé pour dire que si CNews confirme le recrutement d'Éric Zemmour, il n'y aura plus de pub pour la chaîne CNews. C'est ce qu'a expliqué en tout cas un responsable de la Maïf. Selon le Parisien, donc le polémiste, malgré ses multiples condamnations par la justice pour condamnation à la haine raciale, devrait revenir, donc je le disais tout à l'heure, dans quelques semaines chez CNews, la chaîne d'info qu'il a quittée en 2014 pour un rendez-vous quotidien. Une association, le mouvement a proposé de faire pression sur CNews par la régie publicitaire, détaille notamment un certain Samir Chiki. Comme lui, ils ont été des centaines à envoyer des messages aux enseignants mais aussi aux administrateurs de la Maïf pour que le groupe d'assurance se positionne clairement. Une initiative qui semble donc avoir porté ses fruits. Dans un communiqué que la MEF a précisé dans lequel il a précisé que sa campagne actuelle avec CNews est maintenue jusqu'au 13 octobre dans l'attente d'une position claire de CNews sur le sujet. En fonction de leur décision, nous prendrons toutes les mesures adéquates et en lien avec toutes les valeurs que nous avons toujours défendues. La Maïf rappelle au préalable qu'elle ne cautionne en aucune façon les positions de Zemmour, quelles qu'elles soient, ajoutant de façon très claire que la mutuelle se mobilise et agit depuis plus de 80 ans pour des valeurs de solidarité, de partage, d'humanisme et d'éthique. Selon nos informations, le désengagement de la Maïf pourrait coûter plusieurs centaines de milliers d'euros à CNews. Fier de cette première victoire, Samir Chiki promet lui de ne rien lâcher. Et Renault, Peugeot, Citroën sont les principaux clients de la chaîne CNews. D'après nos informations, les 3 marques de voitures représenteraient un budget mensuel de plus d'1 million d'euros. CNews s'engage donc à renoncer à Zemmour. Écoute, elle pourrait quand même sauver son portefeuille. Et c'est vrai qu'il y a une pression qui est faite auprès des annonceurs que je viens de citer. Et là, c'est un moyen d'agir et un moyen d'action qui a l'air de fonctionner, puisque la Maïf plus Nutella ont dit si Zemmour vient, nous on arrête nos contrats, on rompt nos contrats, Philippe. Écoute, la Maïf vient de gagner un nouveau client. Ah oui? Oui. Bon, je suis un client militant et donc je suis désolé pour la MAF, mais je vais aller à la Maïf. Non, mais qu'est-ce que tu penses de cette action, Karima? Moi, je mangerai pas de Nutella pour autant. Non, mais ça par contre. T'as tort, c'est très bon, Nutella. Non, c'est pas bon pour la planète. Oui. Non, c'est ça, c'est les pour la planète et pour la santé. Moi, non, j'adore c'est pas les écolos. Non, mais il y a plein d'autres façons de manger de la pâte à tartiner chocolatée avec de la noisette, autre que Nutella. Mais bon, c'est pas le propos. Voilà. Non, mais moi, je suis ravie qu'enfin on prenne. Oui, ça marche, mais en même temps, il serait temps. Je veux dire, ce monsieur, il fait quand même beaucoup de mal aux médias. Il fait beaucoup de mal. Je ne comprends même pas qu'on l'ait autant entendu, qu'on lui ait laissé la parole autant sans qu'il y ait jamais eu de répercussions. Enfin, moi, je pense qu'il serait temps qu'il dégage, en fait, mais pendant un long moment. Merci la Maïf et Nutella, mais il faudrait que tout le monde fasse pareil. Et puis qu'il reste chez lui, qui reste chez nous. Moi, je m'en fiche de savoir ce qu'il pense, monsieur Zemmour, en fait. C'est un facho, il faut que les fachos restent chez soi. On parlait tout à l'heure d'un moyen d'agir, Faiza, d'un moyen d'action. Celui-là en est un, peut-être, de toucher au portefeuille une entreprise telle que CNews, notamment en faisant pression auprès des annonceurs. Et c'est effectivement ce collectif et ce personnage, monsieur Chiki, Samir Chiki, arrive à faire pression auprès de Renault, Citroën et Peugeot, qui sont les clients principaux donc de la chaîne. C'est un budget d'1 million d'euros qui est en jeu. Ah oui, carrément, mais il n'y a que ça qui fonctionne en fait. Clairement, c'est le seul moyen de pression qu'on peut avoir sur une chaîne. Après, évidemment, il y a eu Alors, la semaine dernière, je crois que c'était France Info qui avait fait un décompte. On avait recensé
plus de 400 plaintes au CSA sur la diffusion de la convention de la droite là qui donc a posé problème avec les propos de Zemmour. Ça suffit pas. Au vu en plus des délais de traitement de ce type de plainte, je me fais pas trop d'illusions sur non seulement sur son issue, mais est-ce qu'il va y avoir une issue aussi. Franchement, il y a que ça en fait. Sincèrement, il y a que ça. Les sanctions financières. L'économie. Un petit mot rapide avant que nous appelions dans un instant le député de la 9e circonscription, monsieur Eldjib El-Guerab, qui était à la commission hier pour auditionner Castaner, le ministre de l'Intérieur. Un petit mot sur cette manifestation. Faïza, rappelle-nous un peu les faits. Je crois que ça se passe demain, donc à partir de 13h. C'est Adama Traoré qui en est à l'initiative et qui est un militant des quartiers depuis de nombreuses années maintenant et principalement du côté d'Aulnay. Il a pour but, c'est ce qu'il a annoncé sur Facebook, d'organiser une manifestation pour enlever le fait que le tueur de la préfecture ait été radicalisé. C'est bien ça, Faïza? Est-ce que j'ai bien compris? Alors moi, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ah bah très bien. Autre chose, il m'a, pour un autre média, disons, et il m'a expliqué que son appel à manifester avait été mal interprété par donc en l'occurrence là, le ministère de l'Intérieur, volontairement ou pas. Il me dit que le rassemblement est dans un premier temps organisé en hommage aux 4 victimes de Michael Harpon, que c'est un crime odieux, donc il y avait pas de volonté de sa part, en tout cas, de minimiser la gravité des faits. Et par contre, après, là où c'était un petit peu plus flou, c'est qu'il m'explique que bon, lui, il est convaincu que les motivations de Michael Harpon ne sont pas d'ordre terroriste, d'ordre religieuse, et qu'il y avait uniquement un passage à l'acte qui serait motivé par une frustration créée par sa condition professionnelle. Il avait le sentiment, selon lui, d'être discriminé dans son travail, de pas avancer dans sa carrière. Il m'a expliqué avoir recueilli les témoignages de la sœur de Michael Harpon, d'une de ses collègues de travail qui est fonctionnaire de la préfecture de police également, d'un de ses professeurs d'arabe, je sais pas d'ailleurs de quelle école il s'agit, de quelle mosquée il s'agit, et qui étaient tous unanimes pour dire que Michael Harpon n'avait pas de volonté de passage à l'acte, de volonté terroriste, n'était pas un terroriste en puissance, mais seulement que cette tuerie serait l'acte le suicide, en fait, si vous voulez, le suicide déséquilibré, non? C'est ça? D'un déséquilibre, un geste désespéré. Mais c'est pas un moyen de faire le buzz, franchement c'est super maladroit, quoi. Je t'avoue que je sais pas trop comment prendre. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai interviewé Adama Traoré tout à l'heure, que il m'a expliqué que dans tous les cas, il irait à ce rassemblement, interdit ou pas, que il comprend pas du tout la polémique, qu'il a rien à se reprocher, que de toute manière le rassemblement n'est pas un rassemblement en hommage à un tueur terroriste, mais il veut rétablir les faits. Il a beaucoup parlé de la manipulation des médias, manipulation des politiques, voilà. Bon, très bien. Je ne fais que relayer. Moi, je suis un peu gêné, je dois vous le dire avec ça. Voilà, je suis un peu gêné avec ce type d'action. Quelques jours après, si ce n'est de la récupération et de faire le buzz inutilement. Enfin, ça, c'est mon avis personnel que je vous donne, Philippe. Je sais pas ce que t'en penses rapidement. Bah, écoute, c'est. Tu le connais d'abord? Bah oui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui au téléphone il y a un peu plus d'1 an et demi, suite à des actions qu'il avait menées. Et j'avais des copains qui s'étaient retrouvés dedans, et donc je lui avais conseillé de réagir différemment, parce que en face de la répression qu'il subissait, il s'était impliqué, tu sais, à Aulnay, il travaillait dans la mairie d'Aulnay, et donc il est passé ce qu'on appelle le tapis vert. Député là, fais vite. Et donc je lui conseillais de faire différemment, de ne pas arrêter son action, parce qu'elle me semblait en tout cas légitime. Ouais, mais je l'ai vu sur certains points se mettre en difficulté, et là sur ce coup-là, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, puisqu'apparemment il y avait une vidéo où il appelait au rassemblement et il expliquait. Oui, c'est sur Facebook, la Révolution est en marche. Oui, je sais, mais alors, faudrait que je regarde sur le Facebook de la Révolution est en marche. Oui ou pas d'ailleurs. Parce que j'avais été sur son compte perso. C'est très compliqué son histoire, et c'est vrai que là il subit la continuité de ce qu'il a amorcé. Il a un peu donné le bâton pour se faire battre, non? C'est ce que je dis, de ce qu'il a amorcé depuis un bon moment. Bon, Karima, gêné avec ça? Oui, mais après. On parlait d'action, de s'unir, tout ça, pour des vraies causes, mais pas pour faire, pour pas mettre, j'allais dire,
Ouais, j'en trouve pas mes mots tellement je suis un peu gêné avec cette affaire. Toi aussi d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Allez, dans un instant, on passe un coup de fil au député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, monsieur Edjib El-Guirab. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Avec nous au téléphone, monsieur le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, monsieur Edjib El-Guirab. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous étiez parmi les nombreux députés hier pour l'audition, d'ailleurs je sais pas s'il faut appeler ça une audition, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Je dois dire, monsieur le député, que les signes qu'il a invoqués, qu'il a énoncés hier quant à la détection d'une personne qui serait en phase de se radicaliser, a inquiété au plus haut nombre nos auditeurs. Est-ce qu'il y a de quoi, monsieur le député? Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Et d'ailleurs, ces auditions-là, ce qu'il faut savoir, et là j'essaie d'être un peu pédagogique pour que tout le monde comprenne, c'est que les auditions qu'on fait, ça n'a pas force de loi, c'est simplement pour mieux comprendre et essayer de poser des questions, d'interpeller le gouvernement sur certaines choses. Et là, comme il y avait eu l'attentat au sein de la préfecture de police, le ministre est venu, mais il est venu aussi avec son secrétaire d'État, monsieur Nunez, et donc on leur a posé des questions pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pour essayer de voir quelles étaient les mesures qu'ils allaient prendre pour que ça ne se produise plus. Et donc voilà, c'est un travail de commission que généralement on voit pas à la télé, à la radio, on le voit nulle part, mais c'est ce qui est le gros du travail du Parlement. Voilà, c'est de poser des questions. Donc là, ça a été diffusé en direct et donc les gens ont pu voir que on n'est pas là pour, ne pas pour épargner le gouvernement. On est là pour poser des questions, essayer de comprendre. On rentre dans les sujets de manière très précise, etc. Et donc moi, sur cette question, quand il a énoncé la liste de ce qu'il appelle les signaux qui conduisent à la radicalisation ou qui peuvent faire l'objet d'un signalement auprès des autorités, il a énoncé des signes, des signaux qui sont en réalité quelque chose de normal dans la culture musulmane et qui sont pas des signaux radicaux. Notamment pendant le Ramadan, avoir une pratique un peu plus excessive ou un peu plus importante pendant le Ramadan. D'ailleurs, vous lui avez très justement fait remarquer les prières de Tarawih. Quand on se rend à la mosquée le soir, c'est tout à fait classique, je veux dire. Et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais ça prouve une chose, c'est que les autorités ne connaissent pas du tout la religion musulmane. Et donc, confondre quelqu'un qui va souvent à la mosquée pendant le Ramadan et essayer de l'assimiler à un terroriste ou quelqu'un qui sera en voie de radicalisation, c'est absurde. Et c'est ce que j'ai essayé de lui faire remarquer. Et de dire de quelqu'un qui se convertit à l'islam que c'est un dangereux terroriste, c'est quand même absurde. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus, pédagogique sans être jamais insultant, mais simplement lui dire quelle était la réalité de la religion musulmane et ce qu'il fallait, ne pas confondre. Et nous, autour de la table, autour dans 99,99% des musulmans, ils sont contre l'islam radical. Ils sont contre les terroristes, etc. Et puis, il y a certainement une très très petite frange de musulmans qui sont radicalisés, mais nous, on ne veut pas être confondus avec ces gens-là. Donc, il faut pas, il faut pas mettre tous les œufs dans le même paquet. Le même panier, oui, absolument. Dans le même panier, voilà. Monsieur El-Guirab, donc je rappelle, vous êtes le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Faiza Ben Mohamed, une petite question peut-être.
J'ai pas une question, mais c'est une remarque que j'ai parce que j'ai regardé hier cette audition dans sa globalité. Elle a duré plus de 2 heures. Et il faut noter une chose, c'est que on remarque très clairement l'hystérie collective, l'hystérie généralisée de l'ensemble des députés. MJ Delguerab hier a été le seul à poser la question qui concerne justement de potentielles dérives sur ce que maintenant le gouvernement appelle des signaux faibles. Toutes les autres questions émanant d'autres députés ont porté justement sur les signes de radicalisation, mais dans l'autre sens. Alors on nous expliquait qu'il fallait être plus vigilant, regarder des signaux de plus en plus faibles. Mais en fait, les signaux faibles, c'est ni plus ni moins que des signaux de pratique, en fait, des illustrations de la pratique de la religion musulmane, tout simplement. Donc c'est quand même à saluer. Après la question, MJ Delguerab a fait à juste titre remarquer à Christophe Castaner qu'il était lui-même porteur d'un signal faible, puisque pour lui le port de la barbe constitue un signal faible de radicalisation. C'est vrai. Voilà. Monsieur le député, juste ma dernière question parce qu'elle est importante. On en parlait tout à l'heure, bien sûr, de ce qui a été énoncé hier lors de cette commission. On a l'impression aujourd'hui que demain, on est en train de nous préparer doucement à un système de délation. Vous savez, le système de délation qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que là, ça concerne les musulmans. Est-ce que il faut vraiment s'en inquiéter, monsieur le député ? Et en tout cas, soyez certains d'une chose, c'est que les parlementaires qu'il y avait autour de la table, même si effectivement Madame qui vient de parler avant a bien raison, n'était pas du tout, disons, dans une attitude de prévention d'une société de la délation, mais je suis certain que si demain on rentrait dans une société de délation, je suis certain que mes collègues parlementaires ne laisseraient pas faire cela. Parce que la liberté, la laïcité, c'est le principe fondamental sur lequel tout le monde se base. Quand on vous dit que quelqu'un qui se convertit risque de faire l'objet d'un signalement, c'est très grave. Mais moi, je l'ai dit hier, vous l'avez entendu, c'est très grave. Parce que déjà, on rompt avec le principe de laïcité. Parce que la laïcité, si je me convertis chez moi, je vais pas en faire état sur mon lieu de travail, et j'ai pas envie que mon lieu de travail en fasse état. Ça veut dire que il va falloir quand vos collègues viennent chez vous, voir que vous êtes converti pour aller le signaler à son supérieur hiérarchique pour que ça vous nuise. Là, le principe de laïcité, il est complètement rompu. Donc, on ne peut pas faire appel à quelque chose d'illégal pour dénoncer quelqu'un ou le signaler. Donc même dans les signes qui ont été édictés, c'est voilà, moi j'ai essayé de simplement mettre la lumière sur cela. Maintenant, je pense que et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon intervention en préliminaire, en appelant aux valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité et certainement laïcité. Et donc il faut respecter ces valeurs-là. Et on ne peut pas inventer des dispositifs particuliers pour les musulmans qui viendraient, disons, rompre avec notre tradition républicaine. C'est pas possible. Donc, merci, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Monsieur NJ Delguerab. Oui, Philippe Boyachi qui souhaite vous saluer, monsieur le député. Philippe. Bonjour NJ. Salut Philippe. Comment tu vas? C'est mon ami. Voilà. Bon. Ouais. Vous avez le drôle d'ami, monsieur le député. Nous sommes réellement amis et je suis très fier de toi et bravo pour ton intervention d'hier. À très bientôt, beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. À très bientôt. Je vous en prie, merci. Voilà. Bon, c'est bien. Moi, il y a des députés courageux. Ça a mérite d'être signalé. Il était avec nous. C'est ton ami Oui, tout à fait. Et je suis fier que ce soit mon ami. Oui. Oui. Si ça fait pas le même effet quand la dernière fois j'ai dit que moi j'étais copine avec Marlène Schiappa. Ouais, complètement. T'avais pas le sourire, vous avez pas le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, mais parce que tu vois, MJ Delguerab, c'est Marlène Schiappa, c'est pas la même chose. MJ Delguerab, pour l'autre 8 mai 45, il a répondu présent. Pour le 17 octobre 61, qu'on va commémorer la semaine prochaine à Orly, il répond présent. Malheureusement, il sera pas présent, mais il sera représenté. Et donc, voilà. Je suis pas persuadé que Marlène Schiappa, adepte de la sorcellerie, sera présente le 17 octobre prochain à Orly. Ouais. Et puis, il a un bon coup de casque aussi. Ouais, viens me menacer en bas de chez moi, tu vas voir ce qui va se passer et laissons la justice faire sur cette affaire. Ça va, j'ai rien dit de grave. Non, mais il y a plein de pénombres, mais
Voilà, je tiens à dire qu'il a été menacé de mort à plusieurs reprises par cet individu et qu'il est venu en bas de chez lui, là où il y avait sa femme et ses enfants. Et l'instinct primaire, des fois, on a peut-être tort de le faire, mais ça ne rend pas moins qu'un homme. Et quand c'est Zinedine Zidane qui met un coup de boule, c'est pas trop grave, tout le monde peut le comprendre. Donc je voudrais qu'on comprenne aussi MJ Comme Guérab. Marlène Schiappa qui a été agressée aussi devant chez elle. Ah bon? Ouais, c'est honteux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, par les gilets jaunes, etc. Bah c'est ça, c'est quand même un dimanche avec des pancartes devant chez elle, chasse aux sorcières, ils ont menacé ses enfants, menacé de mort, etc. Et quand elle en a parlé sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit c'est bon, c'est normal. En même temps, tu te mets sur le devant de la scène, c'est bien ce qui t'a, enfin voilà, tu sais ce qui t'attend. Non, ça je condamne. Oui, bon, allez bien écoutez. C'est marrant quand c'est un homme, c'est normal le coup de boule, mais quand c'est une femme, féministe, non, mais un homme ou une femme, pareil, on n'a pas. Une femme, c'est une hystérique de toute façon. De quoi qu'elle fasse, c'est une hystérique. Enfin, tu parles de qui de Marlène Schiappa, je te laisse libre de tes propos. Bon, il est temps que ça se termine. Merci Karima Perroni, merci Faiza Ben Mohamed. Je termine à chaque fois sur quelque chose de féministe. C'est grave, oui, bah c'est pas moi. Voilà. Faut que je parle d'autre chose, c'est pas possible. C'est ça, il faut parler d'autre chose que les femmes. Il y a pas vous que les femmes, il y a pas que vous les femmes. Fais-toi parler sur les animaux la prochaine fois, je sais pas. Trouvons un autre truc. Bon, pas de problème. Il est 18h. Merci Faiza, merci Philippe et merci Karima. Rendez-vous demain. Salut Faiza. Allez, parti. Bon, très bien. Il est 18h. Et vous avez bien raison d'y rester sur France Maghreb 2. La suite, c'est dans un instant. On se retrouve demain à partir de 16h avec une autre équipe. Céline Bory, Yasser Louati, Osinras. Le journal de Sophie Sarance pour l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur interdit la manifestation prévue demain en soutien à Mickaël Harpon, l'assaillant de la préfecture de police de Paris. Une décision saluée ce soir par l'UNSA Police. L'affaire Estelle Mouzin peut être relancée. La nouvelle juge d'instruction en charge du dossier demande aux gendarmes de se pencher sur le cas à Michel Fourniret. Et puis, le rugby, les Bleus suspendus au typhon qui doit toucher Tokyo samedi. Le match face à l'Angleterre pourrait être annulé. Mais d'abord, cette escalade de tensions au Moyen-Orient. Depuis quelques jours, la Turquie menace une intervention militaire en Syrie. Et ce soir, Marion Chouli, c'est chose faite. Oui, en milieu d'après-midi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé une offensive militaire au niveau de la frontière turco-syrienne dans le nord du pays. Zone contrôlée jusqu'à présent par les troupes américaines et les milices kurdes pour lutter contre Daesh. Seulement voilà, Donald Trump a demandé cette semaine le retrait de ses soldats, laissant les Kurdes livrés à eux-mêmes. Les Kurdes, alliés de l'Occident, sont considérés par Ankara comme une organisation terroriste, ennemie du régime. Malgré les mises en garde de Paris, Moscou et l'Union européenne, les premiers raids aériens ont été lancés ce soir. Ils ont fait déjà plusieurs victimes civiles selon une coalition de combattants kurdes et arabes. Et notez que la France condamne fermement ce soir l'offensive turque et saisit avec l'Angleterre et l'Allemagne le Conseil de sécurité de l'ONU. Berlin estime que cette action pourrait favoriser la résurgence de l'État islamique dans la zone. De son côté, Washington annonce que la Turquie, je cite, paiera très cher cette intervention. En Allemagne, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête après une fusillade survenue cet après-midi à Halle, une ville située à l'est de l'Allemagne. Une tentative d'assaut contre une synagogue qui a fait au moins 2 morts et 2 blessés graves. Un suspect a été interpellé. En France, une marche de soutien à Mickaël Harpon, le fonctionnaire radicalisé qui a assassiné 4 de ses collègues, fait polémique. C'est une infamie et une insulte à la mémoire de nos policiers, a réagi Christophe Castaner avant de l'interdire. La décision saluée ce soir par le secrétaire national du syndicat UNSA Police, David Michaud. On peut qu'être satisfait que cette décision soit suivie d'un avis favorable de la part du ministre de l'Intérieur, même si à l'origine le préfet de police a été quand même plus ou moins réticent sur les difficultés à interdire cette manifestation. Vous avez quand même un collègue, entre guillemets, spécialiste en informatique, qui tue 4 collègues de chez nous, mais réellement policiers, et que derrière, une personne se permette d'entraver un peu la justice avec des propos et surtout de faire en sorte qu'il y ait un sentiment de rébellion contre ce qui s'est passé. Pour nous, c'était une véritable insulte à l'encontre des collègues. Et des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. Et puis, nouveau suicide d'un policier, c'était ce matin au tribunal de Bobigny. Le gardien de la paix avait 36 ans. Les chiffres sont lourds. C'est le 52e agent qui met fin à ses jours depuis le début de l'année. Va-t-on enfin connaître la vérité dans l'affaire Estelle Mouzin? La fillette est portée disparue depuis 16 ans, probablement enlevée à la sortie de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Et le dossier a été confié à une nouvelle juge
qui veut donner un nouvel élan aux investigations. Marie Dompère. Oui, elle souhaite notamment creuser un peu plus la piste Fourniret, le tueur des Ardennes, condamné à la perpétuité pour plusieurs meurtres. Un homme qu'elle connaît bien puisqu'elle dirige d'autres enquêtes le concernant. Michel Fourniret a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il serait impliqué dans la disparition de la fillette, mais il n'a jamais vraiment été pris au sérieux. Il faut dire qu'il a l'habitude de raconter un peu n'importe quoi et de jouer avec les enquêteurs. Cette fois, on reprend tout à zéro, a dit la juge, et des gendarmes viendront prêter main forte aux policiers chargés de l'affaire. Une petite victoire pour la famille qui demande depuis longtemps que cette piste soit davantage exploitée. Près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2018. C'est une baisse significative de 7% par rapport à l'année précédente. C'est l'annonce aujourd'hui de l'agence Santé publique France. Cette baisse s'expliquerait par l'efficacité des traitements antirétroviraux qui empêchent la transmission du virus par les personnes séropositives. Enfin, un typhon menace la Coupe du monde de rugby. Son nom, Agibis. Il devrait toucher la région de Tokyo ce week-end. On craint des vents à plus de 300 km/h et des vagues de plus de 15 mètres en mer. France-Angleterre, quoi qu'il arrive, n'aura pas lieu à Yokohama comme c'était prévu, Christophe Midouget. Oui, le crunch tant attendu pourrait finalement se jouer à Oita, sur l'île de Kyushu, au sud de l'archipel, pas très loin de Kumamoto, où sont installés les Bleus depuis 2 semaines. La rencontre se jouerait à huis clos, en raison notamment des problèmes de logistique posés par le déplacement des supporters anglais et français. C'est d'ailleurs là où le bas blesse. Les 2 délégations qui ont rencontré World Rugby, l'organisateur du mondial, aujourd'hui, sont opposées à ce huis clos. Le match pourrait alors être annulé. Le score enregistré serait de 0-0 et 2 points seraient attribués aux 2 équipes qui, de toute façon, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. World Rugby rendra sa décision demain matin, 5h, heure française. Et le match Japon-Écosse prévu dimanche à Tokyo est également sous la menace. Il pourrait se jouer à Sapporo, au nord du Japon, ou bien être annulé lui aussi. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.